conclure après la table ronde, enfin les successions de tables rondes, c'est à la fois facile et pas facile. C'est facile parce que finalement, le diagnostic de la situation française, il est archi connu. Et il n'y a plus aucune contestation possible sur le diagnostic. Notre déficit de croissance, on sait bien qu'il est dû à une perte de part de marché avec une perte de compétitivité depuis 10 ans. La bonne nouvelle, c'est que d'après Rexecode, notre perte de part de marché à l'export s'est arrêtée dans les trois dernières années, 2011, 2012, 2013. C'est-à-dire que tout ce que nous avons perdu, qui est, je crois, 1800 milliards d'euros, quelque chose comme ça, quand on cumule de 1999 à 2010, on ne l'a pas récupéré, mais on n'en a pas perdu de nouveau. Bon, c'est le seul. Mais ça veut dire simplement que la dynamique des années 2000, la dynamique négative des années 2000, a un peu épuisé ses effets, et que probablement un certain nombre des choses qui ont été faites ont eu des effets marginaux. Bon, mais ça n'a pas réussi à changer fondamentalement notre position. On parle beaucoup de l'industrie, vous avez parlé beaucoup de l'industrie, mais Postel-Vinet a noté l'insuffisante croissance de productivité des services, qui est manifestement également quelque chose qui va à l'encontre de notre croissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois si le diagnostic est clair, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a attendre que le reste du monde aille mieux. En fait, c'est peut-être ce que font un certain nombre de nos politiques, sans le dire. L'ennui, c'est que, comme je crois que ça a été dit également par le professeur Vinet, où la capacité de traction de l'économie mondiale sur notre économie n'est pas absolument géniale. Et en tout cas, c'est pas extrêmement brillant. Alors l'autre politique possible, c'est la révolution. Alors la révolution, on peut la faire de deux façons. On peut sortir de l'euro et faire la dévaluation. En disant décidément, la France, le peuple français est incapable et a été incapable sur une centaine d'années de faire des adaptations difficiles autrement que par l'inflation. Donc on prend acte de ce phénomène. Et bon, alors je n'ai pas besoin de vous dire que malheureusement, cette solution, le point de départ et le point d'arrivée sont tellement difficiles point d'arrivée difficile à imaginer. Alors il y a l'autre révolution qui est le blitz libéral. On supprime le SMIC, on supprime le code du travail, et puis hop, avance la galère. Bon, c'est pas d'une crédibilité extraordinaire, et au moment où l'Allemagne se met un SMIC, ce qui probablement ils le feront avec des atténuements, des intelligences, et on verra. Alors finalement, si la révolution n'est pas possible, la seule solution, c'est de se dire que ce qu'on a perdu en 10 ans, on va essayer de le récupérer en 10 ans. Mais ce n'est pas la perspective la plus enthousiasmante. Parce que dire aux gens, ça fait 10 ans qu'on dérive, donc on va mettre 10 ans à revenir, l'idée du choc de Gallois, du choc de compétitivité, reprise d'ailleurs tout de suite par Hollande, l'idée du choc est beaucoup plus attrayante. Mais, alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Moi, j'avais trois idées, j'espère que je vais les retrouver. La première idée, c'était réduire les frais généraux. Moi, je vais parler un peu en chef d'entreprise. Réduire les frais généraux. Bon, notre problème fondamental, c'est que les hommes politiques de droite et de gauche en France croient qu'il n'est pas possible de réduire les dépenses publiques. Quand vous leur parlez en privé, c'est finalement ce qu'ils vous disent. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas réduire les dépenses publiques. Alors, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible en France, alors que ça a été possible dans beaucoup d'autres pays. Et même ce que disait Stoléru à l'instant sur la difficulté d'être élu en tenant des langages difficiles, les problèmes ne sont pas différents dans les autres pays, les démagogies ne sont pas différentes dans les autres pays,
Mais dans certaines situations, il y a des gens qui se font élire en tenant des langages difficiles. Alors, pas forcément le premier coup, pas tout de suite. Enfin, il faut qu'il se crée une différence entre ceux qui tiennent un langage de difficulté et ceux qui tiennent un langage démagogie. Mais si tout le monde tient un langage démagogie, il ne peut pas se faire de différence. Or, moi, ce qui me frappe actuellement dans les hommes politiques, qu'ils soient de droite et de gauche, c'est que la moindre vaguelette médiatique, ils n'essayent même pas de résister. La moindre connerie qui sort, on se précipite dessus pour surfer, avec l'idée ancrée qu'effectivement, on ne peut pas faire quelque chose contre. Bon, alors, réduire les coûts. Là, je suis assez avec Michel Pébreau. Michel Pébreau, vous l'écoutez n'importe où, il ne parle que d'une chose, réduire les dépenses publiques. Mais en soi, c'est suffisamment difficile pour que ça soit effectivement... Et pas les réduire instantanément, bien sûr, les réduire sur longue durée. Bon, ensuite, le deuxième thème, c'est desserrer les freins. Et ce que j'appelle desserrer les freins, c'est un peu ce qui a été dit. Nous avons une préférence pour arrêter, immobiliser plutôt que bouger. Mais c'est presque amusant, enfin ce serait amusant si ce n'était pas tragique, de la voir se mettre en œuvre dans des tout petits trucs. Vous avez les gars qui veulent faire des voitures de place avec réservation téléphonique. Immédiatement, boum, on bloque. Vous avez les gens qui veulent faire des drive-in où on peut commander par Internet son shopping et on vous le livre dans un point. Immédiatement, évidemment, les magasins établis, immédiatement on stoppe. Le travail du dimanche. Enfin, nous avons une préférence pour le blocage par rapport... Bon, et ça, il est probable que c'est pas totalement impossible de tenir un discours de déblocage. Mais il faudrait le tenir de façon constante et cohérente. Bon, alors ça, c'est... le deuxième point, c'est desserrer les freins. Et desserrer les freins, ça serait notamment, à mon avis, très important sur les services. Parce que finalement, les services sont ceux qui créent de l'emploi. Alors, l'industrie fait de la recherche, de l'innovation et des exportations. Les services font de l'innovation aussi et créent des emplois. Bon, si on est capable de desserrer les services et de leur permettre de créer un certain nombre d'emplois, cette contrainte d'emploi qui est finalement ce qui tétanise complètement les Français, parce que pourquoi on est dans cet état-là? Parce que depuis 1974, les Français constatent que le chômage monte sans arrêt. qu'en 1974, après le premier choc pétrolier, on n'a pas eu le courage de dire on a perdu du pouvoir d'achat, on va s'adapter en baisse. On a créé de l'assurance chômage et on a fait du traitement social du chômage. Et depuis, on n'a fait qu'embellir. Et à aucun moment, finalement, les changements du monde ne se sont traduits par les Français comme des choses positives, sauf pendant les quelques années du boom mondial 2003-2007 ou quelque chose comme ça, 2004, où là, notre chômage a un peu baissé. Il a beaucoup moins baissé que dans les autres pays, mais... Bon, donc effectivement, tout ce qu'on peut faire qui porte sur le chômage peut avoir un effet dans la façon dont les Français réagissent par rapport à ce qui se passe. Alors, mon troisième thème, c'était donc réduire les coûts, réduire les frais, ce qu'on appelle les frais généraux. Le deuxième thème, c'était desserrer les freins. Et le troisième thème, c'était gérer la période de reconquête. Parce qu'en même temps, il ne faut pas être complètement stupide. Et c'est vrai que si vous faites tout extrêmement brutalement, vous allez avoir une machine économique qui va souffrir. Et il est clair que si vous réduisez la dépense publique fortement, bon, alors il y a des moments où il faut être un peu keynésien et se dire, si je réduis la dépense publique, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'empêcher la... Moi, la seule chose que je vois personnellement, c'est de réduire la dépense publique d'exploitation pour créer mais de créer une partie
compensée, pas totalement bien entendu, mais en partie par de la dépense publique d'investissement. Parce que la dépense publique d'investissement, c'est pas répétitif, et ça n'a donc pas du tout les mêmes inconvénients que les dépenses publiques d'exploitation. De la même façon, les emplois aidés. Il est de bon ton pour la droite de dire les emplois aidés, on n'en veut pas. Mais en fait, la droite a fait des emplois aidés aussi. Je pense que dans une période si on a des objectifs clairs d'amélioration structurelle, on peut se permettre de faire un certain nombre de choses qui seraient autrement des conneries, mais qui sont pour atténuer en quelque sorte les évolutions. Donc faire des programmes d'emploi aidés, notamment pour les jeunes, mais à ce moment-là, il faut lire les papiers de Cahuc et constater que les emplois aidés dans le secteur marchand ont en général des effets économiques à peu près positifs, tandis que les emplois aidés dans le secteur public n'en ont pas. Donc il vaudrait mieux faire des emplois aidés dans le secteur marchand. Encore une fois, comme une espèce de mesure d'atténuation des transitions. Et alors je dirais la même chose sur l'intervention de l'État. Il y a ceux qui voient le salut dans l'intervention de l'État en imaginant qu'on va se revenir à la période de Pompidou. Et je comprends ceux qui... notre ami Beffa dit du temps de Pompidou, il y avait un comité interministériel sur l'industrie par mois, ou peut-être 2 par mois. Et j'ai vécu moi-même dans les cabinets ministériels cette période. C'était formidable. Mais je ne suis pas sûr que d'aller full speed vers des grands programmes d'État. Stoléru a aussi parlé des conneries qui ont été faites dans ces programmes d'État. Donc il nous faut un peu de colbertisme intelligent, mais pas trop. Mais un petit peu pour essayer de pousser, notamment dans les zones où effectivement certaines innovations peuvent se développer, où on sent qu'il y a des marchés qui peuvent apparaître, mais où il y a besoin d'un coup de pouce pour que l'industrie française se développe. Et à ce point de vue-là, je pense qu'un certain nombre de choses sur les pôles industriels, sur les filières, ça n'est pas idiot. Mais à condition que ça ne devienne pas une nouvelle doctrine de téléguidage de l'industrie française, même si je ne crois pas que tout viendra du marché, et l'expérience a montré quand même au cours des dernières années que le marché peut amener aussi bien des catastrophes que des choses très bien. Je pense que si on s'écarte trop du marché, on ne sait plus très bien où on va. Donc je prône, à l'inverse de mon ami Jean-Louis Beffa, du colbertisme, mais à dose homéopathique. Voilà. Et alors la grande question, c'est une action comme ça, soutenue sur plusieurs années, avec des objectifs, ça demande des objectifs affichés. Ça n'a de sens que si c'est cohérent. Et il faut arriver à privilégier la cohérence sur la flamboyance. Alors ça évidemment, ça suppose qu'on habitue les électeurs à un discours qui n'est pas uniquement un discours instantané. Mais encore une fois, quand on regarde ce qu'ont fait d'autres pays, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Alors, est-ce que nous, on sera capable de faire ça ? Est-ce qu'il y a un génie français qui fait que nous ne sommes pas capables de faire ça, sauf sous contrainte financière forte ? Il ne faut pas oublier qu'on l'a fait, ça. On l'a fait à l'époque de Mitterrand. Mitterrand, on est parti à 100 à l'heure dans une direction. On a eu 2 ou 3 dévaluations. Et brusquement, on a fait 180 degrés. Et on a eu la libéralisation de la France faite par un ministre des Finances socialiste, M. Bérégovoy, pour ne pas le nommer. Bon, et une libéralisation financière française bien plus forte que ce qu'ont fait d'autres pays, que ce qu'a fait l'Allemagne. Alors sans doute parce qu'on avait des gens du Trésor qui étaient des convertis récents au marché et qui donc ont poussé à fond. Mais donc on l'a fait, mais on l'a fait sous l'empire de la nécessité. Alors est-ce qu'on est capable de le faire sans l'empire de la nécessité ? Alors moi je reviens toujours à mon exemple d'entreprise. Quand on me dit les Français sont incapables d'accepter des choses difficiles,
Je constate que dans l'entreprise, c'est pas vrai. Je constate que dans l'entreprise, les mêmes Français, quand on leur explique et qu'on leur montre, et qu'ils ne peuvent pas contester, qu'il y a des faits, il y a des choses, que la situation est ce qu'elle est, qu'il faut se battre, que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir faire un effort particulier, serrer la ceinture, ils le font. Ils le font aussi bien que les autres, et plutôt mieux. Les cadres, les Français qu'on a, les cadres français qu'on a, ils sont capables de se défoncer. Et il ne manque pas d'exemples d'entreprises françaises. Je pense à Poquelin Hydraulique, par exemple, qui a passé une période en 2009 de baisse de ses marchés de 60%. Donc ils étaient à 40% des marchés antérieurs, en obtenant de tous les syndicats français un accord de réduction de la masse salariale de 30% pendant un an. Et comme en France, on a la ceinture et les bretelles, non seulement il fallait un accord des syndicats, mais il fallait en plus que tous les gars signent. Et ils ont eu 96% de signatures. Mais bon, il y avait une situation objective, il y avait une confiance. Il y avait des gars qui avaient confiance dans le management d'entreprise. Parce qu'on leur a aussi dit que quand ça irait mieux, ils récupéraient une partie de ce qu'ils avaient abandonné. Et ça a marché. En plus, on les a occupés à faire du marketing, des nouveaux produits, de l'innovation, etc. pendant la période où ils étaient payés, et 30% de moins, mais où il n'y avait rien à vendre. Bon. Donc, alors, moi j'ai tendance à dire, je ne comprends pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi les Français ne seraient pas capables de faire, en tant que pays, ce qu'ils sont capables de faire à l'intérieur de l'entreprise, puisque c'est les mêmes. Donc les deux éléments qui m'amènent à contester le théorème d'impossibilité, qui est souvent le théorème que les politiques vous opposent, les deux éléments, c'est l'exemple étranger, c'est le benchmarking. Regardons ce qu'on fait en Canada, en Suède. Bon. Alors, ce benchmarking est refusé par le milieu politique français. Quand on dit regardez ce qui se passe à l'étranger, ça n'a pas l'air d'être relevant. Donc, le benchmarking et l'exemple des entreprises m'amènent à penser que ça devrait être possible. Voilà. Alors, je suis désolé parce que vous avez manqué une très belle présentation, mais l'avantage, c'est que ça a duré beaucoup moins longtemps. Bien. Bien, merci beaucoup Bertrand. Je vous propose de discuter avec Bertrand et avec les différentes personnes de différentes tables rondes juste à côté où un cocktail nous attend. Avec mes excuses pour notre retard, nous ne sommes pas capables de gérer un emploi du temps. Alors, serions-nous capables de gérer un pays? C'est la question.